L'empreinte de la présence française à Cuba. L'île de Cuba, située à l'entrée du golfe du Mexique, est baignée au nord par les eaux du détroit de la Floride et au sud par la mer des Caraïbes, unique en son genre. Ses plages sont magnifiques et sa végétation exubérante. À la suite de certains événements politiques et sociaux survenus dans leur colonie de Saint-Domingue, les Français traversèrent le canal des Vents dès la fin du XVIIIe siècle et s'établirent à Cuba. Ils essaimèrent dans tout le pays et transformèrent les relations économiques, sociales et culturelles. La ville de Santiago de Cuba assimila vertigineusement ces nouvelles tendances qui donnèrent un air de distinction à la culture locale. Les Français couvrirent de magnifiques plantations caféières les montagnes du sud-est de Cuba. Ils s'établirent dans l'île dans des sites d'une beauté exceptionnelle. Ils fondèrent la ville de Cienfuegos, sur la côte sud de la région centrale de Cuba. Ils ouvrirent des commerces distingués, comme par exemple à Matanzas. Et les caféières, avec leurs maisons de maître, se retrouvent aussi dans la région de la Havane et dans la Sierra del Rosario, à l'extrême ouest de Cuba. C'est surtout dans le sud-est qu'ils développèrent les plantations de caféiers dans des zones isolées, ce qui transforma radicalement tout le commerce du café. Le raffinement français marqua la vie quotidienne. Le mobilier et les bibelots viennent directement de France ou de la Nouvelle-Orléans. L'élite de l'époque est séduite par cette culture et le théâtre, les réunions entre amis, les réceptions et les concerts prennent leur essor. C'est ce qui arriva non seulement à la ville, mais aussi dans les zones rurales. Nous nous trouvons dans le massif montagneux de la Gran Piedra. Beaucoup de Français se sont établis dans cette zone à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Nous nous trouvons en ce moment dans la caféière La Isabelica. C'est une petite plantation qui est extrêmement riche car elle offre un témoignage véridique de cette époque et de la présence française à Santiago de Cuba. Elle a été transformée en musée et elle est devenue un symbole de la culture de Santiago. Ces planteurs possédaient les plantations de caféiers les plus importantes du XIXe siècle dans les Caraïbes. Ils avaient des connaissances poussées sur la façon de traiter le café. Del tratamiento que debía tener el grano de café. Il existe actuellement plus d'une centaine de ruines de caféières françaises dans des sites paradisiaques où abondent les oiseaux et où le vert intense de la végétation se mêle à l'azur de la mer des Caraïbes. Un véritable carnaval de musique, de chants et de danse. C'est ce qu'apportèrent les esclaves noirs qui arrivèrent avec leurs maîtres français. Ainsi surgit la tumba française, où l'on dansait les quadrilles et autres bals de salon en imitant les grandes dames et leurs cavaliers. Ces fêtes, qui recueillent le folklore le plus typique de la région orientale, existent toujours aujourd'hui à Santiago de Cuba et à Guantánamo. C'est ainsi que se mêlèrent les cultures françaises et créoles. Les vieux de la tumba regardaient leurs maîtres, surtout les Français, selon ce qu'ils expliquaient. Ils regardaient le bal. Alors, ils se sont réunis et ils ont dit « Nous allons nous moquer d'eux. Nous allons danser leur danse à eux, mais avec nos tambours. » Et quand tout fut arrangé, ils dirent à leur maître, un 24 février, un jour de fête, « Nous voulons que vous veniez voir notre bal à nous, parce que nous allons danser vos danses avec la tumba à nous. » Eux ont dit que non, que c'était impossible, parce que leur danse suivait la musique des instruments à vent. Et les esclaves leur ont dit « Bon, venez voir. » Alors, tous ont invité leur maître
et ils y sont allés, et c'est là qu'est né le maçon. Les Français créèrent à Santiago de Cuba leur propre quartier sur les hauteurs de Loma Hueca et ils l'appelèrent le Tivoli. C'est là que les Français, avec une vision nouvelle, une vision différente des loisirs, ouvrent un centre de récréation, un café-concert qui va devenir très populaire parmi les Santiaguais de l'époque. Les principales familles de la ville dirent avec étonnement comment ils érigèrent cet endroit, où l'on présentait des pièces de théâtre, où l'on donnait des représentations et des concerts, avec une nouvelle optique sans précédent qui permettait de se distraire et de passer un moment agréable. De belles hostelleries, des boutiques, des commerces de vins français de grands crus, des écoles de langue et des conservatoires de musique, des collèges de jeunes filles, des parfumeries et une multitude de magasins fleurirent dans les rues de la ville, notamment dans la Grande Rue, connue sous le nom de rue du Gallo du Coq. Dans le cimetière de Santa Ifigenia se trouvent les tombes de nombreux Français qui vécurent à Santiago, comme celle du médecin de l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène, François Anton Marchi Mattei, né en Corse en 1789 et mort en terre cubaine le 3 avril 1838. Aujourd'hui encore, beaucoup de familles de Santiago de Cuba d'origine française maintiennent toujours vivantes les belles traditions de leurs ancêtres. Mes cousins sont venus, mon père Emilio Gachassin-Lafitte et ma tante Elvira Gachassin-Lafitte ont été très heureux. Les relations qui avaient disparu depuis de longues années ont été rétablies. La famille est nombreuse avec beaucoup de frères et de sœurs. Les uns vivent à Paris, d'autres à Strasbourg. C'est-à-dire nous avons un peu partout de la famille en France. Nous avons pu reprendre contact avec tous et cela a été une grande joie pour nous. Santiago de Cuba est actuellement la seconde ville en importance de Cuba, avec de beaux édifices, des places et des hôtels modernes, avec tout ce que peut désirer le client le plus exigeant. Ville de la Caraïbe, où les habitants sont imprégnés de folklore, au milieu de paysages de toute beauté avec des plages paradisiaques, Santiago de Cuba est une destination rêvée qui conjugue culture avec nature. Toujours à Cuba, Cienfuegos est une belle ville fondée par les Français. Un beau jour de l'an 1819, plusieurs familles de Bordeaux et de la Nouvelle-Orléans arrivèrent sur les côtes de la baie de Ragua et s'installèrent dans ce qui serait ensuite la Perle du Sud, où les rues ombragées, tracées par des urbanistes français, rappellent les belles promenades de certaines villes de France, comme le cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Monsieur de Clouet venait de l'ancienne colonie française de la Nouvelle-Orléans. Mais il était depuis longtemps au service de la couronne espagnole. Ce monsieur faisait preuve d'une grande fermeté dans la façon dont il menait la colonie française de Cienfuegos. Il a laissé l'empreinte française dans plusieurs domaines, surtout au début, dans l'urbanisation. Par exemple, le plan de la ville est calqué sur celui des frères Lemot et il a subi l'influence du tracé de la Nouvelle-Orléans qu'il avait connu naturellement et qui date de 1721. Deux éléments sont présents dans le tracé urbain de la ville qu'on peut qualifier d'une des choses les plus remarquables qui soit. L'influence française se fait aussi sentir dans certains des symboles de la nouvelle ville. Le drapeau de Cienfuegos rappelle le drapeau tricolore de France. Il existe encore, dans la ville de Cienfuegos, des édifices qui conservent toujours le style apporté de France. De magnifiques exemples de l'Art nouveau proviennent de l'école de Nancy.
D'autres grands styles architecturaux et décoratifs marquent de leur sceau édifices officiels et palais de Cienfuegos, dont le théâtre Teri et le palais Ferrer. Le cimetière de la Reina, datant de 1837, est classé aujourd'hui monument national et la dernière demeure de ces Français qui arrivèrent un jour dans la baie de Ragua pour y fonder la ville de Fernandina. Cienfuegos est à l'heure actuelle une belle ville qui a son charme bien à elle. Située au bord de la mer, elle n'est pas très loin des montagnes, ce qui permet d'admirer la nature dans toute sa splendeur et de se plonger dans une culture marquée par la présence française. Les Français choisirent des sites de toute beauté pour s'y établir. La ville de Matanzas en est un exemple. Là a vécu le docteur Ernest Triolet, originaire de Nancy, qui ouvrit la célèbre pharmacie française, transformée aujourd'hui en musée. On peut y admirer une collection de pots de porcelaine française, la plus importante existant hors de France. La majeure partie de ces pots de pharmacie, d'une très grande beauté, furent commandés à la manufacture de Sèvres. La pharmacie française a été fondée par le docteur Ernest Triolet, un Français qui a rencontré Juan Fermín de Figueroa en France. Ils ont décidé de fonder une pharmacie ici à Cuba. C'est la seule pharmacie française qui est conservée dans le monde, tant par le style de l'édifice que pour les préparations, les médicaments et tout ce qui était fait dans ses laboratoires. La pharmacie française travaillait énormément, car elle exportait des médicaments préparés par ses laboratoires en France, en Espagne, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. Aujourd'hui, les laboratoires tels qu'ils furent installés par le docteur Triolet à la fin du XIXe siècle existent toujours. Le magnifique mobilier de style français, mais fabriqué avec des bois précieux cubains, a reçu un prix à l'exposition universelle de Paris en 1900. La bourgeoisie cubaine aimait particulièrement les bibelots et le mobilier français. Les grandes demeures de la Havane et des principales villes cubaines étaient décorées d'objets de fine porcelaine. Des meubles de style étaient importés de France et l'on voulait vivre à la française. Le musée des arts décoratifs de la Havane se trouve dans un magnifique palais appartenant à une famille de l'aristocratie cubaine. Il fut construit en prenant comme modèle un palais français. C'est la maison Janssen de Paris qui s'occupa de la décoration. Le goût pour tout ce qui est français se fait sentir quand l'on parcourt ces salles où l'on peut admirer des meubles fabriqués par des ébénistes français prestigieux du XVIIIe siècle, comme Baudin, Chevalier, Simonot, ainsi que des objets décoratifs de grande valeur provenant des manufactures de Sèvres et de Chantilly. Napoléon Bonaparte a une place de choix à Cuba. Un très beau petit palais de style florentin montre une collection la plus complète hors de France d'objets et de documents ayant appartenu à l'empereur ou qui ont à voir avec son époque. Le grand salon montre les étapes ultérieures au neuf Thermidor, avec des meubles, des gravures et des tableaux datant du Directoire. L'Empire est représenté par une magnifique collection de meubles, d'objets décoratifs et de tableaux. La personnalité de Napoléon a été recueillie de façon géniale sur le tableau « Bonaparte prépare la cérémonie du couronnement ». Les porcelaines de Sèvres, commémorant la bataille d'Austerlitz, se font remarquer par leur beauté et constituent l'une des pièces maîtresses de la collection. Napoléon a une place très spéciale
dans le patrimoine culturel cubain. Cuba peut donc offrir un produit très apprécié et encore peu connu, l'apport matériel et spirituel de la présence française dans toute l'île. En suivant la route des Français, le visiteur pourra admirer des paysages extrêmement beaux, une végétation luxuriante, des montagnes, apprécier le folklore marqué par les Français et comprendre pourquoi l'on dit que le pays qui a eu le plus d'influence culturelle à Cuba, après l'Espagne, fut la France. Vous avez la possibilité de saisir cette présence. Elle est à vous.